pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Nathalie Monette, je suis technicienne en travaux pratiques et j'ai le privilège d'être la présidente de l'ASTQ, l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette 14e journée de formation des techniciens et techniciennes en travaux pratiques. En fait, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont là, qui ont participé aux 14 événements depuis le début? Peut-être qu'on en a quelques-uns. Mais je sais, ce matin, on a 59 nouvelles personnes. C'est leur baptême de colloque. Donc, la réalisation de cette journée repose évidemment sur le travail immense de deux équipes ayant des rôles différents, mais évidemment avec un but commun. Vous offrir une journée de qualité qui répondra à vos besoins de formation continue et vous permettra d'échanger et de réseauter avec l'ensemble de vos collègues du Québec. Alors, merci à la super équipe de bénévoles dynamiques, motivés, engagés, débordants d'énergie du comité organisateur local. Je pense que vous avez déjà vu hier soir les gens qui ont participé au souper, toute l'énergie qui a été mise. Vous avez vu, évidemment, vous avez rencontré le comité et aujourd'hui, vous allez voir, vous allez être vraiment gâtés. Ils ont travaillé très fort. Tout au long de l'aventure, Mme Andréane Désy a chapeauté avec brio cette belle gang. Merci de votre implication et des efforts donnés pendant les derniers mois. Évidemment, je ne peux passer sous silence le travail remarquable fait par la permanence de l'association. Quand je vous parlais que deux équipes, on a l'équipe de bénévoles ici sur place, notre comité local, et les gens à la permanence de la STQ qui chapeautent et qui aident au fil de l'organisation. Donc, depuis 14 ans, les filles se donnent beaucoup de peine pour assurer la pérennité de cette journée de formation qui est entièrement dédiée aux techniciens en travaux pratiques. Grâce à leur efficacité et leur travail acharné, elles contribuent au succès de cette journée. Elles soutiennent et accompagnent le plus adéquatement possible le comité local tout au long du processus de l'organisation. Cette belle synergie entre l'ASTQ et les bénévoles locaux, les gens qui ont la folie de dire « oui, nous, on veut organiser le colloque, on veut organiser un événement ». Alors, cette belle synergie est un gage de réussite pour cette journée. Évidemment, je dois remercier les gens qui sont bénévoles et qui viennent animer les ateliers. Merci à l'ensemble de nos partenaires qui sont ici aujourd'hui. Vous avez déjà commencé, je pense, à circuler dans le salon des exposants. Alors, merci à nos partenaires d'être présents. Et finalement, j'en profite pour vous remercier, vous tous, chacun d'entre vous, premièrement, pour votre présence à cet événement, mais également pour l'immense travail que vous faites auprès de nos jeunes, par vos efforts, vos démarches, vos nouvelles façons de faire, vos nouveaux montages que vous inventez, les nouvelles démonstrations, puis j'en passe parce qu'on est quand même, on invente plein de choses au fil du temps dans notre quotidien. Vous contribuez quotidiennement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la science et de la technologie dans notre environnement québécois. Par toutes vos initiatives, vous permettez à notre élève d'avoir une culture scientifique riche et diversifiée. Alors, au nom de l'ensemble du conseil d'administration et de la STQ, en mon nom personnel, je vous souhaite une excellente journée de formation. Je viens de me rendre compte que dans mes remerciements, j'ai omis de mentionner une personne importante dans le processus de réalisation de cette journée. Alors, je remercie la direction de l'école de la polyvalente d'Israël, M. Jonathan Brochu, pour son appui au comité et d'avoir si généreusement ouvert les portes de son école afin de nous accueillir. Et je l'inviterai à venir vous adresser quelques mots. Merci. Alors, bon matin tout le monde. Ça me fait un immense plaisir d'être là ce matin pour vous accueillir dans notre école. Donc, je veux d'emblée remercier Andréane et Sylvie qui sont ici, qui ont travaillé très fort. Ça a été souligné tantôt.
Mais je veux vous dire qu'il y a une très belle équipe derrière tout ça. Donc, je veux remercier les techniciens de sciences de la poly de Thetford et la poly de Black Lake. Donc, je trouve ça très intéressant. Ils ont mis la main à la pâte. C'est pas juste une histoire de la polyvalente de Disraeli. C'est les 3 polyvalentes de la commission scolaire aujourd'hui qui se réunissent pour vous accueillir. J'ai également une belle équipe de profs de maths et de sciences dans l'école qui ont participé à l'organisation depuis plusieurs mois et d'autres collègues aussi dans l'école qui ont bien mis la main à la pâte aujourd'hui pour vous accueillir. Donc, je les remercie chaleureusement. Je veux aujourd'hui vous dire que, juste vous faire une petite présentation rapide, peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement l'école. Donc, la polyvalente de Disraeli, on est dans une localité de 2200 habitants, donc dans un petit milieu. C'est une polyvalente de 360 élèves qui accueille des élèves de secondaire 1 à 5 et un volet aussi en adaptation scolaire. Ceux qui étaient présents hier ont pu découvrir des élèves en action. Donc, on a un beau programme des arts du cirque qui fait la renommée de l'école depuis une quinzaine d'années. Donc, hier, les jeunes ont offert une performance. Donc, on a aussi un beau programme de hockey qui est également en place depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est ces 2 programmes qui sont offerts aux élèves, des concentrations intégrées à l'horaire. Donc, c'est un peu comme des cours d'éducation physique, mais c'est vraiment une option supplémentaire. Et à partir de l'année prochaine, on aura aux élèves, c'est en développement, on a une nouvelle concentration de plein air qui va voir le jour à l'automne. Donc, on est en train de développer tout ça. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez eu le temps ce matin, de voir un peu le paysage. On est entouré de lacs, de rivières, de montagnes, de sentiers. Donc, on va mettre ça en valeur. On est dans un beau petit milieu. Et à partir de l'année prochaine, cette concentration-là s'ajoute. Alors, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. On m'a dit que j'avais une minute. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tout le monde. Bienvenue chez nous. Merci. La prochaine personne que je vais vous présenter, c'est une personne qui est très impliquée dans sa collectivité. Et évidemment, c'est une personne qui est très fière de son patelin. Alors, j'inviterai M. le maire d'Israéli, M. Jacques Lessard, à venir vous adresser quelques mots. Excusez, je fais ma job un peu mal. Merci. Donc, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié votre arrivée hier, parce que je venais rencontrer quelques-uns hier au souper. Je pense que les gens ont apprécié. Moi aussi, je remercie l'organisation. Je pense que deux petites madames qui, ça virait pas mal fort hier. Mais je pense qu'ils ont travaillé très fort. Et aussi toute l'organisation. Je pense que pour accueillir 250 personnes, il faut de l'énergie, du travail et de la persévérance. Je ne parlerai pas bien longtemps. Je suis encore chanceux. Je parle avant M. le député. J'aurais eu peut-être 15 secondes pour parler. Mais moi, la seule chose, comme Jonathan disait, c'est qu'on est dans un milieu, parce que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas c'est quoi Disraeli. On parlait d'Israéli, c'est où ça dans le monde? On a D apostrophe Israël, Disraeli, mais il reste que moi, je profite de l'occasion pour vous inviter. L'hiver, c'est bien beau, mais on a un maudit beau coin de pays l'été. On est entouré de lacs, on est des marinas, on est une belle région. Moi, j'appelle ça la région du secteur sud, parce qu'on est 8-9 municipalités dans le secteur sud, qui est un milieu très touristique et très de nature. Donc, je vous invite à venir nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et profitez-en de l'été, ça vaut vraiment la peine de venir ici. Je vous souhaite une belle journée. Je sais c'est quoi les congrès. Essayez de participer au maximum. Je pense que c'est comme ça qu'on peut en profiter. Donc, bonne journée. Merci, M. Lessard. Évidemment, ça donne le goût de revenir pendant l'été. Il est vraiment passionné et il nous donne envie de découvrir sa région. Évidemment, il a présenté un tout petit peu, il dit « Oh, monsieur le député s'en vient. » Oui, monsieur le député s'en vient. Alors, par contre, ce qui est agréable, c'est quelqu'un, c'est pas qu'un député, c'est désagréable. Ce qui est agréable, c'est que c'est une personne qui a une formation chimiste et qui connaît vraiment ce qu'est les sciences, quels sont nos questionnements, quel est notre quotidien et tout. Il y a vraiment un grand intérêt à notre travail. Alors oui, je vous le présente, c'est M. le député de Mégantic.
M. Ghislain Bolduc, qui est adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, si vous avez envie de discuter des subventions pour les voitures électriques et tout, entre autres, donc M. Bolduc pourra échanger avec vous. Bonjour à vous tous. Vous savez que pour un politicien, une minute, c'est une torture mentale. Et je dois vous dire, je suis ingénieur chimique de métier. J'ai travaillé dans le monde entier, dans toutes sortes de technologies, principalement les pâtes et papiers, les plastiques, l'industrie de l'électronique et un peu de militaire dans ma carrière avant de prendre une retraite et de m'enfarger et de me retrouver au travail au gouvernement. Je suis une référence scientifique au gouvernement et je travaille très intimement avec le scientifique en chef sur des projets dans les pays extérieurs, aux États-Unis, en Europe. Et je suis très, très intéressé par tout ce qui est science dans tous les sens du terme. Je suis ici pour vous souhaiter, premièrement, la bienvenue dans le comté de Mégantic. Je suis aussi ici pour vous dire bienvenue, profitez-en. Et je voudrais vous remercier. Je vous remercie parce que vous avez une tâche qui n'est pas facile, pas évidente, dans la vulgarisation scientifique. Vous êtes l'intermédiaire entre le développement des sciences et la compréhension de nos jeunes. Cette étape-là, elle est très difficile à faire et il faut avoir une espèce de compétence pédagogique, une vulgarisation, un potentiel de traduction. Puis on peut vraiment s'exprimer comme ça parce que la science dans son ensemble, c'est très technique et vous devez vulgariser au point d'amener ces connaissances fondamentales-là à nos jeunes et à la génération de demain qui va définitivement payer pour vos fonds de pension. Donc, vous voyez la connexion. Votre travail est très important. Écoutez, on pourrait s'étendre sur le sujet, mais encore là, on va risquer de... C'est défendu, hein, je pense, avec les produits chimiques et toutes ces affaires-là, de s'étendre sur ça. Surtout de goûter et de toucher, là. Mais sérieusement, vous faites un travail admirable. Je vous en remercie, comme je le disais. Et surtout, prenez le temps de savourer les connaissances que vous avez, qui sont un peu uniques, et ce talent que vous avez de connecter deux mondes qui sont très, très différents dans leur nature. Et ça, là, on ne peut jamais sous-estimer la valeur de ces choses-là. Donc, merci. Je vous souhaite un excellent colloque. Et si vous avez des problèmes, venez me voir, c'est correct, mais je n'ai pas toujours les réponses. Bonne journée. Vous savez, depuis 14 ans, il y a un objet qui suit à chaque année. Cet objet-là suit le colloque, suit le comité organisateur. C'est un objet de convoitise qui est intimement lié à la journée de formation des TTP. Même que l'an dernier, je ne sais pas si les gens qui étaient présents vous vous rappelez, cet objet-là avait été volé. Et rapidement, nous avions trouvé la coupable, c'était Sylvie Fecteau, qui avait chippé l'horloge de M. Vincent. Et évidemment, cette horloge-là, on en parle, c'est un trophée, on en parle comme si c'était un peu la Coupe Stanley des TTP. Donc, si vous voulez l'avoir chez vous pendant une année dans votre laboratoire, organiser une journée de formation, c'est simple comme ça. Alors, j'inviterai M. Vincent Rinaud, Mme Sylvie Fecteau et Mme Andréane Bézy à me rejoindre à faire. Cette année-là, c'est arrangé. Alors, on a officiellement le passage de l'horloge.
tiens juste à remercier encore la STQ pour nous avoir donné le privilège de recevoir l'année passée cet événement qui est vraiment merveilleux. Ça nous permet de nous former, ce qu'on a rarement la chance d'avoir des formations d'aussi grande qualité, mais c'est quoi je vais dire? Cette horloge-là m'a causé beaucoup de stress ces dernières semaines, parce que je suis quand même à 7 heures de route d'ici. Fait que je ne voulais vraiment pas l'oublier. Donc, je suis très heureux et soulagé de la remettre. Et j'espère qu'elle va être sous haute surveillance d'ici la fin de la journée pour pas qu'il y ait de kidnapping encore. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un bon congrès. Mais justement, Vincent, on a tout prévu. Parce qu'avec le petit moment d'égarement de Sylvie de l'année dernière, nous, on a pris les grands moyens. On ne s'en fera pas voler. On a vraiment un invité spécial. On s'est dit qu'on voulait reprendre le flambeau cette année. Donc, je pense que j'inviterai Flambeau à monter sur scène. Et ça va être lui, notre gardien d'horloge officiel. Et on s'est dit qu'un félin de ce grandeur-là, personne n'oserait l'approcher. On trouve que c'est un beau clin d'œil pour la région parce que cet été, Thetford Mines va accueillir la 53e finale des Jeux du Québec. Et Flambeau est leur mascotte officielle. Donc, j'avais personne au défi d'essayer de nous voler l'horloge aujourd'hui. Un gros merci. Est-ce que Flambeau repart avec l'horloge? Non? Non. OK. Oui, je vais suivre Flambeau. C'est bien. C'est bien. Alors, bon matin à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Inquiétez-vous pas, je vais être brève parce que moi, je le sais que quand c'est moi qui est assise dans la salle, j'ai tellement hâte que ma journée commence. Donc, rapidement ce matin, premièrement, je veux vous remercier, vous, d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Vous êtes notre paye ce matin. C'est vraiment formidable. Un gros merci. Et effectivement, tout ce que M. Bolduc a dit, c'est vrai. Puis cette journée-là, elle est pour nous. Fait que merci à vous. Après ça, juste rapidement, il y a 2 raisons. Je trouve ça important de revenir les 2 raisons qui ont poussé Sylvie et moi dans cette folle aventure. Bon, oui, comme je vous ai dit, il y a le moment d'égarement de Sylvie l'an passé. Mais que voulez-vous, ma belle Sylvie, je ne sais pas ce que tu es rendue. Mais tu le sais, nous, c'est à la vie, à la mort. Je vais toujours être là pour elle. Je vais toujours la suivre dans ses folies. Je ne la laisserai jamais tomber. Fait que c'est certain qu'on n'a comme pas eu le choix, suite à ça, de reprendre le flambeau. Mais la première raison, c'est qu'à chaque année, moi et Sylvie, on tripe réellement à aller vous visiter, à aller découvrir votre nouveau coin de pays. Fait qu'on s'est dit, nous, on voulait également vous inviter dans notre coin de pays, vous faire découvrir le nôtre. Et effectivement, comme M. Lessard a dit, vous allez enfin pas vous vanter. C'est où ça, Zraéry? Bien, vous le savez maintenant, c'est où. Puis, réellement, on espère que vous venez nous visiter. Pour les chanceux qui étaient là hier, vous avez vu qu'on a eu une très belle mobilisation du milieu. Plusieurs partenaires se sont impliqués pour vous accueillir le plus dignement possible. Et les partenaires, bien, vous le voyez comme le témoin de la diapositive, il y a plusieurs gens qui nous ont soutenus. Et au nom du comité, bien, je tiens sincèrement à les remercier. La deuxième raison, je vais mettre à ma tête. OK, pardon. La deuxième raison, Sylvie et moi, on croit réellement en cette formation-là. Comme ça a été dit, on considère que c'est la seule formation qui nous est réellement désignée à nous, TTP, qui est juste pour nous. C'est pour ça qu'elle nous permet de se rencontrer une fois par année, d'échanger, d'acquérir de nouvelles connaissances, de repartir avec un bagage, puis après ça, de pouvoir exploiter ça chacun dans nos écoles. Puis, c'est là que je veux en venir à remercier les animateurs. Nathalie le fait en début, mais c'est vraiment important parce que cette formation-là, si les animateurs n'y étaient pas, bien, il n'y en aurait pas. Et je sais que c'est un travail colossal. Il y a même 3 membres du comité organisateur qui ont préparé un atelier. Et je trouve ça important. Je demanderais, ceux qui sont présents dans la salle, qui sont déjà arrivés, levez-vous pour qu'on vous applaudisse chaleureusement.
C'est vraiment grâce à vous. Ou avancez-vous en arrière. Je ne sais pas si on peut allumer les lumières dans la salle. Soyez pas gênés, sincèrement. Puis vous verrez que justement, l'équipe, on a tout déployé pour solliciter les meilleurs animateurs et vous offrir vraiment un programme de qualité et un programme varié. Et j'en viens à vous présenter notre équipe. Et d'ailleurs, je vous invite à monter sur scène, s'il vous plaît. L'équipe bénévole du comité local ainsi que les élèves bénévoles, s'il vous plaît, montez sur scène. On va se tasser, on va faire 2 rangées. C'est important parce qu'eux aussi ont travaillé très, très, très fort. Ma belle Sylvie, tu vas t'emmener aussi, c'est bien certain. Merci les élèves! Ça fait plaisir! Bien, je peux vous garantir que Sylvie et moi, on a reçu le plus beau cadeau qu'on peut rêver. On a reçu l'appui de toute l'équipe école, parce que là, bon, même il manque des gens sur scène. Je pense à Serge en haut, je pense même à mes élèves à la technique, à la régie. On a Andy, on a Marc-André hier soir. Mais c'est hyper valorisant. Je veux vous en remercier du fond du cœur, sincèrement. Je veux commencer par remercier notre très cher directeur. Il a été remercié, mais c'est important que je le remercie encore parce que Jonathan, il a d'abord accepté qu'on embarque dans le projet. Fait que merci Jonathan. Jonathan, il est assis, il n'a même pas monté le talent. Il va regarder. Donc, merci, puis merci de nous avoir soutenus du début à la fin, d'avoir cru en nous. Puis chacun a mis sa touche. Hier, le tapis rouge, là, ben, c'est Jonathan qui a dit « Hey, on les accueille en grand, on déballe le tapis rouge. » Donc, même si c'est un gars, il peut être coquet, hein? Mais tout ça, tout le monde a mis sa propre touche. Les enseignants, je vais vous les nommer rapidement. C'est long? Bon, ils ne veulent pas se faire nommer. OK. Mais je veux vous dire que chacun a mis sa touche. Les élèves, ce matin, on a des représentants de secondaire 1 à secondaire 5 qui sont levés à 5h30, journée de congé, pour être avec vous. C'est long, c'est long. En mon temps, j'ai 3 minutes pour les présenter. Si vous avez des questions aujourd'hui, si vous voulez faire guider, vous avez juste à repérer les gilets qu'on porte aujourd'hui. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Tournez-vous de bord en équipe scientifique! Merci de retourner à vos tâches. Monsieur Voyons, sur les nouvelles à votre propos. OK. Je vous explique d'ailleurs le petit délai qu'on a eu ce matin. On a eu un problème technique, malheureusement, avec la présentation de notre très cher conférencier. Andy, tu me fais signe, est-ce que c'est revenu ou pas? C'est pas revenu? Est-ce qu'on passe au plan C? Plan C, parfait. Mais le plan C, je vous le dis, c'est maintenant l'heure de vous présenter notre conférencier de ce matin. Puis pourquoi on a passé au plan C, je vais vous le dire. On a eu la chance, nous, d'assister à sa conférence cet automne. Et depuis ce jour, sans blague, Sylvie et moi, on s'est mis à rêver. Il faut qu'il accepte notre invitation. Vous allez voir, on croit réellement qu'il va réussir à vous transmettre sa passion. Vous allez retourner dans vos écoles, vous allez réussir à allumer des étoiles dans les yeux de vos élèves. Un peu comme M. Bolduc a dit, c'est hyper important notre rôle de TTP. Et oui, c'est peut-être un peu décevant pour lui ce matin parce qu'il n'y aura pas sa présentation avec lui. Par contre, il est tellement captivant, c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, M. Doyon, c'est pas vos images qui vous ont captivé cet automne, c'est vous. Je vous le présente rapidement. Natif de Thetford Mines et de renommée internationale, astrophysicien et scientifique de l'année en 2008 à Radio-Canada, chroniqueur à l'émission Entrée principale, il est à la fois professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal, directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic et directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. À ce titre, il cumule une autre fonction,
soit celle de chercheur principal de NIRISS, l'un des 4 instruments scientifiques du futur télescope spatial James Webb, dont le lancement aura lieu prochainement. C'est donc avec un immense honneur que je vous prie d'accueillir M. René Doyon, qui nous présentera sa conférence Vers les étoiles à la recherche de la vie ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui, manifestement. Bon, ben écoutez, changement de match ce matin. C'est une première. Je donne certainement des dizaines de conférences chaque année, des conférences scientifiques un peu partout dans le monde, mais surtout dans des conférences comme ça, des conférences publiques que j'aime bien donner. Mais dans toutes les conférences que j'ai données dans toute ma vie, et là, il faut que je remonte à des exposés oraux dans une polyvalente, là, je l'ai toujours fait avec une présentation. Donc, ce matin, je vais vivre dangereusement. Je vais vous faire ma présentation verbalement. Et donc, c'est un défi que je vais relever. Mais je suis particulièrement content de le faire parce que je vais le faire chez nous. Parce que c'est ici que j'ai grandi. J'ai grandi à Tashua Mines. Donc, ma présentation est en 2 temps. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Comme Andréane l'a dit, je suis astrophysicien. Je n'ai pas de recette à vous donner comment on devient astrophysicien. C'est juste arrivé pour moi. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous raconter mon histoire. Et en 2e temps, vous parler un peu de mes recherches, ma passion. Donc, en fait, le titre de ma conférence, c'est en fait ça. C'est la version latine ad astra, ça veut dire vers les étoiles. Et le 2e thème, c'est à la recherche de la vie ailleurs. Donc, moi, ce que je fais quand je me lève le matin, dans des échéanciers de décennies, c'est trouver de la vie à l'extérieur du système solaire. OK, alors, on commence. J'ai grandi ici à Tashua Mines. Je viens d'une famille de 6 enfants, je suis le 5e. Mon père a fait sa carrière dans l'enseignement, il a été directeur d'école presque toute sa vie. Ma mère a été reine du foyer, elle avait quand même 6 enfants à s'occuper. Mais vous allez voir, sa vie a changé beaucoup vers la fin de la quarantaine, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et donc, j'ai fait mon secondaire à la polyvalente de Thetford. Bon, là, on est en 1980 à peu près. Là. Et dès mon jeune âge, et je me rends compte maintenant, des décennies plus tard, j'ai été vraiment privilégié parce que très tôt dans ma vie, je savais que je voulais faire des sciences. Au début, c'était la physique. Déjà, à 14-15 ans, je rêvais d'être professeur dans une université en physique. Arrive ensuite le cégep, et là c'est vraiment que se sont cristallisés mon intérêt pour l'astronomie et mon désir de faire carrière dans ce domaine-là. Et ce qui est particulier du cégep, c'est que, en fait, justement, ma mère, qui à ce moment-là était vers la fin de la quarantaine, a décidé de retourner sur le banc des écoles. Ma mère avait à peine une 4e année, une 5e année. Elle a décidé de faire un cours de cégep. Donc c'est assez particulier, je vais y revenir. Mais c'était vraiment bizarre parce que je croisais ma mère dans les corridors. On faisait les mêmes travaux de philosophie le soir. Les repas n'étaient pas aussi réguliers que normal. Sérieusement, la vie de ma mère a changé le jour où elle a décidé de revenir sur le banc des écoles. Et c'est une qualité qui m'a marqué, je pense, toute ma vie. Alors ensuite arrivent les études au baccalauréat. Donc moi je m'intéresse à l'astrophysique. À l'époque, c'est surtout à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Le groupe à l'Université de Montréal est plus gros, donc instinctivement je dis je vais aller à l'Université de Montréal. Je vais faire mon baccalauréat en physique et je fais aussi une maîtrise en astronomie. Et c'est là que je rencontre ma conjointe, le grand amour de ma vie, Nicole Saint-Louis, qui est aussi astrophysicienne. Elle est professeure aussi à l'Université de Montréal. Donc, Nicole, qui est la mère de mes 3 enfants. Mais là, à la maîtrise, donc on avait un rêve. Donc, d'abord, on voulait faire un doctorat, mais on voulait aller à l'extérieur du pays. Donc, moi, je me destinais vers une nouvelle branche de l'astronomie, qu'on appelle l'astronomie infrarouge, qui était à ses premiers balbutiements.
Et les meilleurs dans le monde de ça, en fait, c'est les Anglais. Donc, et ma blonde aussi, elle travaillait dans un autre domaine, l'astronomie ultraviolet, et ça se passait aussi en Angleterre. Donc, on a tous les deux rêvé d'aller étudier en Angleterre. Donc, on est chanceux, on réussit à avoir des bourses, donc on s'en va pendant 3 ans à Londres. Donc, de 1987 à 1990, on fait notre doctorat là. 3 ans qui étaient très bien, mais on avait hâte de revenir. À Londres, là, moi, c'était le climat qui était difficile. Donc, la façon que j'aimais décrire le climat, c'est le mois de novembre, 11 mois par année. Et l'été, quand soudainement arrivait plus 25 Celsius, mes collègues anglais me disaient, puis que c'était super ensoleillé, comme ce spot-là, c'est très bien. Mes collègues anglais disaient, oh, that's too bright. Donc, on était très contents de revenir. Mais là, évidemment, on vient de faire un doctorat. Et là, je dois vous dire qu'à ce moment-là, on ne se préoccupe pas du tout de ce qui va arriver dans le futur. Oui, bien sûr, on sait que notre chemin, on veut devenir professeur d'université, mais c'est très difficile. Il y a très, très peu d'astrophysiciens dans les universités. C'est très difficile d'embaucher des professeurs dans les universités. C'est très compétitif. Donc, Nicole et moi, lorsqu'on est partis à Londres, on a fait un pacte. On s'est dit, on va continuer notre passion, on va étudier ensemble, et s'il y en a un de nous deux qui a un poste en astrophysique, voilà, l'autre pourra faire autre chose. Parce que, il faut vous le dire, là, les astrophysiciens, le taux de chômage est identiquement zéro. Je trouve une parenthèse, un astrophysicien ou un physicien plus généralement, là, je dirais que c'est une machine à résoudre des problèmes complexes. C'est comment fonctionne une étoile, c'est quoi l'origine de l'univers, y a-t-il de la vie ailleurs, ça c'est moi. Donc, on a un esprit qui est formé pour résoudre des problèmes complexes, et des problèmes complexes dans notre société, on n'en manque pas. OK, donc, alors on vient ici à l'Université de Montréal, donc après un doctorat, on a un stage postdoctoral, donc on obtient des bourses postdoctorales. On est tous les deux à l'Université de Montréal. Et là s'ouvre un nouveau programme du gouvernement fédéral pour attirer les femmes vers les sciences. Voilà une opportunité pour Nicole. Elle applique sur la bourse et elle l'a. Donc, un poste de professeur boursière, un concours très compétitif, seulement 20% de taux de succès. Donc, Nicole obtient son poste. Donc, voilà, c'était réglé. Nicole avait eu son poste à l'Université de Montréal. Et moi, normalement, je n'aurais pas faire ça. Mais ça ne s'est pas commencé comme ça. J'ai continué, parce qu'encore une fois, j'étais animé par cette passion-là. Et là, on est à peu près dans les années 91, là. Et moi, ma formation comme astrophysicien, c'est l'étude des galaxies, donc les grandes galaxies. Et là, arrive en 95, je suis encore attaché de recherche à l'Université de Montréal, arrive une découverte absolument incroyable. La première découverte d'une exoplanète, une planète à l'extérieur du système solaire. Cette découverte-là a changé ma vie complètement. À partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir à des idées de comment pourrait-on faire pour prendre des images de ces exoplanètes-là. Et c'est là que j'ai continué, en fait, que j'ai parti une nouvelle carrière là, sur la recherche des exoplanètes. Alors, bonhomme en an, il a fallu attendre jusqu'en 2007 pour finalement que j'obtienne un poste de professeur, en fait une chaire industrielle. Donc, je suis professeur depuis en fait une dizaine d'années à l'Université de Montréal, mais j'ai fait ma carrière très, très longtemps avant. OK. Donc, alors, je m'amène maintenant à vous parler un peu de mes recherches. Donc, c'est la recherche de la vie ailleurs. Donc, quand je vous parle donc, c'est la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers? Vous vivez dans une belle région ici, parce que, sans aller trop loin en banlieue, vous allez voir un ciel magnifique, étoilé, hein? Donc, ce que vous voyez, c'est à peu près 3000 étoiles. Okay? Mais il y en a à peu près 300 milliards dans notre galaxie. Okay? Dans un îlot là, d'étoiles. Et on estime qu'il y en a à peu près 10 à 100 milliards de galaxies dans l'univers. Okay? Donc, en 1995, on trouve la toute première planète. Okay? Et donc, depuis, on en a trouvé à peu près 3700. Là, la grande question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes-là? Moi, je suis convaincu que oui. Je ne peux pas accepter que parmi ces centaines de milliards de mondes d'étoiles, qu'on soit unique ici. Je pense que la vie, si on lui donne les conditions, les matériaux, va se développer.
la question, c'est comment on va faire pour le trouver. Ben, c'est mon obsession professionnelle. OK, donc, je veux vous parler un peu de ces exoplanètes qu'on a trouvées jusqu'à présent. On en a confirmé à peu près 3700. Et on le fait surtout à partir d'un satellite de la NASA, le satellite Kepler qui a été envoyé en 2009. Et Kepler, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé une région du ciel à peu près l'équivalent de la taille de votre main à portée de bras. Donc, dans cette région du ciel, c'est un petit petit, là, il a observé 100 000 étoiles de manière continue en mesurant leur luminosité. Et par chance, parfois, il y a des planètes qui passent devant l'étoile et la planète lui fait un clin d'œil. Donc, il y a une petite baisse de luminosité qu'on peut mesurer très précisément. Plus la planète est grosse, plus le clin d'œil est fort. Donc, c'est comme ça qu'on peut détecter des exoplanètes. Il y a plein d'autres techniques. Moi, j'ai fait ma carrière surtout en faisant des images. Donc, c'est arrivé en 2008. Cette année, on va fêter le 10e anniversaire de cette fameuse découverte. Peut-être, certains d'entre vous en avez déjà entendu parler. Ça s'est passé en novembre 2008, où on a été les premiers, les Québécois ont été les premiers à prendre des images de ces exoplanètes. C'est extrêmement difficile. Juste pour vous donner une idée, là, sur les 3000 quelques exoplanètes qu'on a trouvées jusqu'à présent, il y en a une douzaine à peu près pour laquelle on a obtenu une image. Donc, on peut être fiers de ça. C'est nous qui avons été les premiers à faire ça. Maintenant, je me concentre sur un autre aspect de cette recherche-là, pas de prendre des images, mais de vraiment étudier ces systèmes planétaires-là. Donc, je reviens à Kepler. Donc, il faut l'imaginer, il y a à peu près un diamètre de à peu près 1 mètre. Il est dans l'espace, et encore une fois, il observe les étoiles de manière constante. Il l'a fait pendant 4 ans, et comme ça, il a trouvé des milliers d'exoplanètes. Le problème de ces exoplanètes-là... Ah oui, non, je précise une chose. C'est qu'une surprise, la plupart de ces exoplanètes-là n'existent pas dans le système solaire. C'est-à-dire qu'une planète typique dans le voisinage du Soleil, c'est une planète qui a la taille intermédiaire entre la Terre, une boule de roche, ou Neptune, qui est plutôt une boule de gaz, qui est à peu près 4 fois le rayon de la Terre. Donc, on ne sait pas trop comment les appeler. On les appelle des super-terres, des mini-Neptunes. Et c'est d'ailleurs un plan de recherche important de comprendre c'est quoi ces planètes-là. Mais le problème des planètes qui ont été trouvées par Kepler, c'est qu'elles sont trop loin. On a bien trouvé des exemples de planètes rocheuses qui sont potentiellement habitées, mais on ne peut pas les étudier. Elles sont beaucoup trop loin de nous. Alors, peut-être vous avez suivi l'actualité il y a 2 jours. La NASA a lancé un nouveau satellite, le satellite TESS, qui, lui, va faire un recensement de tout le ciel. Au lieu de regarder une petite région du ciel comme ça, il va échantillonner tout le ciel au complet pendant 2 ans. Et TESS ça veut dire Transiting Exoplanet Survey Satellite. C'est un satellite qui a à peu près la taille de mon lave-vaisselle, boîte lave-vaisselle. C'est pas très gros. Donc, il a été lancé avant-hier. Et donc, encore une fois, pendant 2 ans, il va faire une cartographie du ciel. Donc, c'est un recensement de toutes les étoiles proches du Soleil. Donc, d'ici 2 ou 3 ans, peut-être 5 ans, là, pour le temps pour analyser ces données, on saura où sont les planètes potentiellement habitées de vie. Et c'est celles-là qui sont vraiment intéressantes pour espérer trouver de la vie. Alors, c'est pas tout d'envoyer un satellite parce qu'il faut faire beaucoup plus. Oui, TESS va nous donner la taille des planètes qu'on va trouver, mais il faut aussi mesurer leur masse pour avoir la densité. Donc, il y a tout un programme scientifique qui est parallèle à ça. Donc, le satellite de la NASA, c'est pas juste les Américains qui font ça. Ce sont aussi toute une équipe internationale dont je fais partie, avec toute mon équipe de l'Observatoire du Mont Mégantic et aussi l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, ce qu'on va faire concrètement, nous, on développe des instruments. Les instruments, c'est des machines assez compliquées, là. Ça coûte des millions de dollars. Ça prend presque 10 ans à construire, mais elles sont uniques au monde. Et entre autres, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont pouvoir mesurer la masse de ces planètes-là. Quand TESS va trouver une planète qui est de la taille de la Terre, il va falloir pouvoir mesurer sa masse, pouvoir dire, OK, là, j'ai vraiment une planète qui a la densité de la Terre. C'est extrêmement important. Et ça va se faire sur d'autres télescopes, des télescopes à Hawaï, des télescopes au Chili. Et ça sera des centaines de nuits d'observation qui vont être nécessaires pour confirmer ça. Mais on va mettre à profit, en fait, presque tous les télescopes sur la Terre, incluant les télescopes du Mont Mégantic. Chaque fois que TESS va nous donner une nouvelle planète candidate, parce que c'est pas assuré, il y a beaucoup d'observations à faire au sol
pour confirmer que ces systèmes planétaires-là sont vraiment des planètes. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un travail d'envergure et ça ne se fait pas dans une échelle de temps d'un mandat de gouvernement. C'est plutôt 5-10. Moi, ma vision des résultats de recherche qui vont découler de ce que je fais, c'est à peu près ça, 10 ans. Quand, en 1995, j'ai déjà eu le rêve, on pourrait prendre une image d'une exoplanète, ben, c'est en 2008 que ça s'est passé. Ça a été 2 doctorats plus loin. Et c'est pas une ligne droite, c'est un zigzag. Des fois, on recule et on avance. Mais c'est comme ça que la recherche se fait. Alors, maintenant, je vais vous parler de comment on va espérer faire un grand pas pour trouver de la vie. Donc, je vais le mentionner, TESS va nous trouver des systèmes planétaires partout. Ça va être véritablement une explosion de systèmes planétaires qu'on va trouver, mais encore faut-il être capable de pouvoir détecter de la vie dessus. Alors, voilà l'image. Le télescope spatial James Webb. Là, je ne vous parle pas d'un lave-vaisselle. Je vous parle d'une machine qui est en orbite à 1,5 million de kilomètres. Il sera lancé en mai 2020. Moi, j'ai joint ce projet-là en novembre 2001. Donc, c'est une collègue aux États-Unis, de la NASA, qui m'a contacté. Parce que le télescope Webb, j'ouvre une parenthèse, c'est un télescope infrarouge, c'est-à-dire qu'il détecte la radiation, la chaleur que l'œil ne voit pas, pour toutes sortes de raisons. C'est l'endroit privilégié pour étudier les exoplanètes, mais c'est aussi une des grandes missions de James Webb, c'est de trouver les premières galaxies qui se sont allumées. On pense il y a à peu près 13,6, 13,5 milliards d'années. On sait aujourd'hui que notre univers a 13,77 milliards d'années. On le connaît à la décimale près. Alors, ce que Webb va faire, va nous voir les premières images, les premières étoiles, les premières galaxies qui se sont allumées au début de l'univers. Alors, oui, alors Webb est un télescope infrarouge, et en fait, l'astronomie infrarouge, elle n'a pas toujours existé. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé dans ce domaine-là. On était à peine à ses balbutiements vers la fin des années 80. Donc, c'est là que j'allais faire une formation à l'extérieur, à Londres. Mais l'astronomie infrarouge au Canada, elle est née, en fait, dans le dôme du Mont Mégantic. C'est là que se sont développées toutes les technologies infrarouges. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard que c'est un Québécois qui est le directeur scientifique de la contribution canadienne au télescope spatial James Webb. Parce que Webb est un télescope infrarouge. Et la NASA s'est tournée vers l'expertise qui existait au début des années 2000, et c'était au Québec. Mais c'est tombé sur moi. J'étais un peu naïf, parce qu'à l'époque, on lançait un télescope de 8 mètres de diamètre, et qui serait lancé en 2008. Donc, il n'y a pas très longtemps, le lancement avait lieu quand j'ai accepté de faire cette conférence. Le lancement avait lieu en octobre 2018. Bien là, maintenant, il est plutôt en mai 2020. Et ça veut juste illustrer que ce qu'on essaie de faire, c'est extrêmement difficile. Webb, c'est probablement la machine la plus complexe en cours de construction par l'humanité, présentement. Elle rivalise avec l'accélérateur de particules qu'il y a à Genève, qui est un anneau de 27 km, où on bombarde des électrons l'un sur l'autre. C'est des machines qui coûtent extrêmement cher. Alors, je reviens à la question de qu'est-ce que va faire Webb dans le contexte de trouver de la vie? Bien, c'est pas un hasard. C'est que l'instrument scientifique, il faut lui donner une mission, il faut lui donner une vision. Et c'est moi et toute mon équipe qui avons fait ça, historiquement. Et nous, on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas notre instrument pour être capable de détecter l'atmosphère des exoplanètes? Parce que ça, c'est vraiment la clé pour trouver de la vie. Comment on fait? C'est que, ben d'abord, il faut se rendre compte que la vie sur Terre a une influence incroyable sur notre atmosphère. L'oxygène que vous respirez présentement provient de la photosynthèse des plantes, n'est-ce pas? Le méthane, il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère, provient surtout des vaches. Les flatulences, absolument, ce sont les pets de vaches qui sont responsables du méthane dans notre atmosphère. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est maintenant capable, à distance, avec un télescope, de pouvoir non seulement détecter l'atmosphère d'une exoplanète, mais d'en déterminer la composition chimique. Alors c'est ça le plan de marche. Il faut absolument trouver des exoplanètes les plus près du Soleil, parce que c'est vraiment celles qu'on est capable de pouvoir étudier en détail. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une mission comme TESS. Mais on a surtout besoin d'une machine extrêmement puissante, comme le télescope spatial James Webb, qui aura en fait il sera constamment protégé du Soleil par un écran solaire qui a la taille d'un terrain de tennis. C'est plus grand que cet écran-là.
Son miroir fait à peu près 6,5 mètres, c'est plus grand que ça ici. Il sera tout replié sur lui-même, il sera lancé dans une fusée Ariane en mai 2020, et donc il va être déployé, ça va prendre 2 semaines, c'est ce que j'appelle les 2 semaines de terreur. J'avais une belle animation à vous montrer. Mais simplement pour dire que c'est un projet extrêmement complexe. OK. Donc, alors c'est avec ça qu'on va le faire. Donc, l'instrument canadien Économie à bord de James Webb est vraiment optimisé pour détecter l'atmosphère des exoplanètes. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, à peu près 6 mois après le lancement du télescope, parce qu'on va faire du rodage, là, on va commencer un programme d'observation de systèmes planétaires. Et on en connaît déjà des systèmes planétaires qui sont proches de nous, qui sont dans la zone dite habitable, la fameuse zone où est-ce que c'est ni trop froid, ni trop chaud, pour que l'eau puisse exister sous forme liquide. Si on pense être les conditions minimales pour que la vie apparaisse sur une exoplanète. OK, donc on est très anxieux de faire ça, parce qu'on contribue un instrument au télescope spatial James Webb, l'agence canadienne, on a du temps garanti. Donc on aura plus de 400 heures de temps privilégiées, notamment 200 heures de temps pour étudier les systèmes planétaires. Et ça, il n'y en a pas d'autres comme ça, là. Il n'y a pas aucun programme dans le monde, dans toute l'équipe James Webb, qui met autant d'efforts pour étudier ces systèmes-là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on sera aux premières loges pour étudier ces exoplanètes-là. Donc les premiers specs, ce n'est pas les images qu'on va avoir, ce sera nous qui allons les avoir. OK. Alors, vous avez compris que je suis très passionné par ça. Là, j'ai un politicien dans la salle. Alors, comment ça coûte? Le télescope spatial James Webb va coûter, sur une échelle de temps de 20 ans, 8 milliards de dollars. Bon, alors là, je le vois déjà dans vos esprits, mais ça n'a pas de bon sens. Pourquoi on met 8 milliards de dollars là-dessus? Et en fait, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire 8 milliards. Même moi, je ne suis pas capable d'imaginer ce que ça veut dire. Quand on dit des chiffres astronomiques, hein, c'est grand. C'est difficile de s'imaginer, mais juste pour vous situer un peu, imaginons qu'on compte 1 $ à chaque seconde. 1 $, 2 $, 3 $, 4 $. Combien de temps ça prend pour se rendre à 8 milliards? Comment? J'entends des secondes. Les années-lumière, c'est une distance. C'est pas un temps. 250 ans. 250 ans que ça prend chaque dollar à chaque minute. OK, alors oui, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte très, très cher. Bon, le premier point que je veux faire, c'est... bon, d'abord, les pays occidentaux offrent cette richesse-là. Juste pour vous situer aussi ce que veut dire 8 milliards de dollars, le budget annuel des États-Unis, c'est plutôt proche de 4 000 milliards de dollars. OK? Alors, si vous imaginez que cet écran-là, qui est beaucoup plus petit que l'écran, que le miroir du télescope spatial James Webb, et qu'on essaie d'imaginer quelle serait la fraction du budget du coût de 8 milliards sur cet écran-là, ben, sans trop me tromper, là, je pense que ça serait pas beaucoup plus gros que cette affaire-là ici. Donc, c'est rien. L'humanité, collectivement, a les moyens de se payer ce genre d'aventure-là. Mais vous allez quand même me dire, et je pense que je vous entends à la distance, là, mais à quoi ça sert? Monsieur Doyon, oui, c'est bien beau de trouver de la vie à l'extérieur du système solaire, mais who cares? Ça va changer quoi dans nos vies? Ben, c'est là qu'est le problème. Et c'est là qu'est le problème de scientifique qui fait de la recherche fondamentale. C'est que la recherche fondamentale, et c'est ça qu'on fait en astrophysique, c'est rien de moins que les fondations même de notre civilisation. Et je m'explique. Et je vais l'illustrer en fait par ceci. Je pense que la majorité d'entre vous avait ça dans vos poches, hein, un peu plus en poche. Un téléphone cellulaire. Si Justin Trudeau peut faire autant de selfies, il peut le faire à cause de la petite puce qu'il y a derrière ici. Ce qui s'appelle un CCD. C'est un capteur qui, historiquement, a été développé par les astrophysiciens. Non pas pour faire des selfies, pour équiper le futur télescope spatial Hubble dans les années 70, parce que les astrophysiciens ont vu que cette nouvelle technologie-là allait révolutionner l'astronomie.
soudainement, on était capable de détecter la lumière 20 fois plus efficace. C'est comme si on multipliait le miroir du télescope par un facteur 20. Donc, c'est à coup de subventions de la NASA, des dizaines de millions de dollars, qu'on a pu développer ce petit capteur-là. Mais les astrophysiciens n'avaient pas imaginé tout l'impact de ça. Là, c'est plus qu'un téléphone cellulaire, là. C'est la caméra qui me regarde présentement. C'est les appareils de d'imagerie médicale qui sont dans les hôpitaux. Et en fait, l'impact économique de ça est des dizaines de milliards de dollars. Personne n'avait imaginé l'impact qu'aurait. Et juste un exemple. L'autre, ben, le Wi-Fi, tiens, ça c'est une autre invention des astronomes radio. Okay? Alors, faites la pyramide de connaissances qui permettent d'arriver à ceci, et vous allez retourner aux grandes lois de la nature, les grandes lois de la physique, qui ont été faites depuis des centaines d'années, surtout au début du 20e siècle. Et ces scientifiques-là n'avaient pas en tête de faire des téléphones cellulaires, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. C'était seulement la curiosité humaine. Le simple désir de vouloir comprendre notre monde qui nous entoure, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, c'est bien à vous parler de l'importance de ça. Et pourquoi on le fait? Ben voilà, c'est la curiosité humaine. C'est probablement l'une des plus grandes richesses de l'humanité. Couplé à ça, le désir de se dépasser. Et là, ça me rappelle ma mère maintenant. Pourquoi ma mère a décidé à 47 ans de retourner sur le banc des écoles dans les cégeps? Je le comprends maintenant. Elle avait envie, elle était curieuse, elle avait envie de mieux comprendre son monde qui l'entoure, mais elle avait surtout envie de se dépasser elle-même. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les enfants étaient enfin partis de la maison. Elle pouvait enfin avoir un break. Mais non, elle a voulu revenir sur le banc des écoles. Alors, voilà, la curiosité humaine, le désir de se dépasser, c'est, à mon humble point de vue, la plus grande richesse de l'humanité. Bon, alors je vous parle de nos grandeurs de l'humanité, mais il faut que je vous parle aussi du côté sombre de l'humanité. Le terrorisme, la guerre. Et en fait, comment peut-on combattre ça? Un seul mot. Il a été affiché brièvement, comme M. Gauthier qui a fait sa présentation, l'éducation. L'éducation. Comment attiser la curiosité des jeunes? Comment leur donner des défis de se dépasser? C'est par l'éducation. Et quand je parle de ces mots, les guerres, le terrorisme, tout ça, la racine la plus profonde de ça, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est de ne pas comprendre les autres cultures, et c'est par l'éducation qu'on va combattre ça. C'est pas par des guerres, en fait, en se battant constamment. Donc, et là, j'adore faire une conférence dans une école parce que c'est mon thème principal. C'est l'éducation qui est le plus important. Donc, alors, je vais, avant de terminer, vous montrer un exemple et pour revenir à la question le thème de se dépasser soi-même, puis pourquoi on fait une machine comme James Webb qui est super complexe, qui prend 20 ans à construire, qui a des délais, puis ça prend du temps. Et je veux citer quelqu'un que je n'ai pas connu, mais qui m'a quand même marqué, John F. Kennedy, le président américain, qui, au début des années 60, avait lancé un défi à ses concitoyens. Il disait, d'ici la fin de la décennie, on va mettre un homme sur la Lune et on va le faire revenir en toute sécurité. Il disait, on le fait pas parce que c'est facile, parce que c'est difficile. Voyez, cette idée de vouloir se dépasser constamment. Et c'est ça qui est une force absolument incroyable. Donc, alors, je veux terminer là-dessus. D'abord, en parlant aux quelques étudiants qui sont ici, de vous dire que vous n'avez pas idée de l'importance de ce qu'on vous fait, vraiment de vous éduquer. Et la meilleure décision que vous ne prendrez jamais dans votre vie, c'est de vous éduquer. La voie du savoir, c'est la voie de la prospérité. La prospérité personnelle, mais surtout pour servir le bien commun. Et finalement, à tous ceux ici, les enseignants, les techniciens qui travaillent avec ces étudiants, je veux vous dire, en fait, notre société ne sera jamais assez reconnaissante, assez redevable pour le travail que vous faites. C'est vous qui attisez la curiosité de nos jeunes, c'est vous qui les faites bouger, c'est vous qui leur donnez des défis. Continuez de le faire. Et c'est comme ça qu'on aura de grands citoyens, c'est comme ça qu'on va aller vers l'avant
et pourquoi pas, ben, par les étoiles. Je vous remercie. Pardon. Si la direction de l'école est favorable, ça me ferait plaisir de revenir un après-midi. Si vous pouvez libérer vos étudiants pour 2 heures, je vais leur faire une présentation sur la recherche de la vie. Ça va me faire plaisir de revenir. Un immense merci, M. Doyon. Je savais que le défi serait vraiment relevé haut la main. Encore une fois, aussi captivant. Merci beaucoup. On a un présent pour vous, un présent personnalisé. Je vais laisser ma collègue Sylvie le présenter. Sylvie, je te laisse le micro. On le cache au début, on ne dit pas tout de suite. On ne dit pas tout de suite. OK. Vous mettre des étoiles dans les yeux aussi, vous aussi, ce matin. On est vraiment fiers de vous donner ce beau souvenir de la ville de Tiré. Et parce que c'est un artiste d'ici qui a fait la conception de cette plaque, unique pour vous, OK? Et on est très, très fiers de vous remettre ça, et on pense que ça va vous toucher directement là, dans votre passion. Je vous présente ici une plaque avec une de vos inspirations qui dit « La recherche de la vie est une question plus que millénaire. Une question que tout le monde se pose. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? » Wow! Pour ceux qui n'ont pas vu le télescope, ben, il est au bas. Ben, merci beaucoup, j'en suis très, très fier. Oui. Comme ça? Merci. Encore un immense merci. Je me dépêche, c'est vrai que je vais être brève. On a pris un petit peu de retard, mais faites-vous en pas. On est étouffés, on est débrouillards. Habituellement, on aime ça avoir le contrôle, mais là, laissez-vous aller, OK? On va vous gâter toute la journée, ça va bien aller. On va juste, c'est la décision qu'on a prise, pardon, M. Voyant, on va écourter la première pause de 15 minutes. On va voir quel retard qu'on peut rattraper comme ça. Puis à la sortie, il va déjà avoir des plateaux, parce qu'on en avait de la bouffe en masse pour vous. Il va déjà avoir des plateaux de servis. Fait que si vous avez une petite fringale, avant de passer à votre atelier, prenez-vous un petit muffin, un petit fruit à la sortie sur les tables de pause. Puis la façon qu'on va faire, c'est, bien là, le premier atelier, dans le temps, on voit l'ouverture officielle, mais pour le deuxième, je vais l'annoncer à l'intercom, comme je vous ai parlé ce matin. Fait que je vais annoncer le deuxième atelier de cette façon. Il me reste juste des petites choses à vous faire. Premièrement, le super sac que vous avez reçu ce matin, OK? Il y avait déjà des petites surprises à l'intérieur. Juste vous dire rapidement, OK, la pochette, le stylo, commission scolaire des Appalaches. Après ça, il y avait des petites surprises aussi de Max Wrigley. Question de donner de l'énergie parce qu'on va avoir une grosse journée aujourd'hui. Et remarquez également le petit porte-clés qui a été conçu spécialement pour nous en forme d'Herlaine Meillard. Ça, c'est important de vous dire que c'est des élèves en technique d'usinage, au Centre de formation professionnelle du Tremplin, qui les ont vraiment conçus pour nous et fabriqués. Et d'ailleurs, il y a une vidéo Facebook qui circule, si vous voulez voir vraiment la machine à l'œuvre, comme on dit. Donc, ça fait le tour. Les petites choses importantes, bloc 300, 400, je pourrais vous le dire tout de suite, ceux et celles qui assistaient à l'atelier de Mme Josée Lemieux, les séances, c'est génial. On a changé de local. Faites-vous-en pas si vous oubliez, il va y avoir des bénévoles pour vous guider. Votre local devait être le local numéro E24. Et là, ça va être pour le mieux. Je ne sais pas si vous me suivez encore un peu. Oui, vous pouvez qu'ils dorment juste 3 heures cette nuit. Donc, ça va être pour le mieux. On change votre local au bloc 300, 400 avec Mme Lemieux. Ça va être le local E10. Premier petit message. Deuxièmement aussi, peut-être juste vous rappeler aux fumeurs, étant donné qu'on est sur un terrain public, le terrain de l'école, ça va être important d'aller fumer en dehors du terrain de l'école, donc de vous rendre, d'aller prendre une petite marche de santé et de vous rendre, s'il vous plaît, jusqu'à la rue.
Vous avez un plan d'école qui vous a été remis, la page jaune, 8,5-11. De toute façon, repérez nos gilets, on va vous guider. Et c'est relativement simple. Tous les locaux, quand il y a un E devant, c'est les locaux qui sont à l'étage, et tout se passe. Ça va faire un beau C, on ne peut pas se perdre là. De l'autre côté de l'auditorium, il y a quelques locaux qui sont au rez-de-chaussée. Ça commence par un R. Puis il y a peut-être juste un local R62, ceux qui vont commencer ce matin avec M. Yannick Bouffard. Vous allez voir, c'est le local à la sortie de l'auditorium, vous prenez la pente à votre gauche. Les pauses, tout se passe au sein même des exposants. Les collations sont servies sur la plaza à l'étage. Le dîner va être servi à la cafétéria au rez-de-chaussée. Vous allez voir, on trouve ça trop cute, le montage des tables. On a gardé un petit peu le même décor, si on veut. Donc, le service est fait à la cafétéria. Et on peut manger soit à la cafétéria ou au zone nord, parce qu'on vous a accueillis ce matin avec le bar à yogourt. Donc, vous transportez votre boîte à lunch. Et d'ailleurs, les boîtes à lunch ont été conçues par un traiteur de la région, l'Intermède du Lac. Vous allez voir, ça va être délicieux. Le reste, je crois que c'est vraiment le temps, enfin, de déclarer officiellement l'ouverture de cette journée de formation-là. Allez vous remplir les neurones. On a hâte de vous voir quand la fermeture va avoir lieu à la cafétéria pour nous partager toutes vos belles découvertes. Fait que profitez-en, regardez-vous. C'est notre journée. Bonne journée. Bonne journée. Troisième café, je fais un deuxième. Mais je